Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Macron a enfin reconnu au nom de la France l'État de Palestine. Je répète, Macron a annoncé, déclaré que la France reconnaissait l'État de Palestine. Je le répète une troisième fois, Macron a déclaré reconnaître au nom de la France l'État de Palestine. Est-ce qu'il a demandé votre avis ? Non. Apparemment, il y a des sondages qui disent que plus de 50%, 60, 63, ne sont pas d'accord sur le fait de reconnaître l'État de Palestine. Vous le savez ce que je pense des sondages, ça vaut ce que ça vaut. Malheureusement, les instituts de sondage, c'est du business. Quand il y a un client, il paye cher, ce qu'il veut, c'est le résultat. Et le résultat, on s'arrange pour qu'il ait le résultat qu'il veut. Donc, on fait jouer les algorithmes de telle manière à ce que ceux-ci font une sélection des 2/3 des sondés, eux-mêmes inscrits sur des sites internet avec un profil social, statutaire, idéologique, voire position politique. Et l'algorithme, il va faire une petite sélection. Alors tout dépend, si on veut un résultat plutôt à gauche, on va sélectionner une 2/3 de gens plutôt de gauche, habitant dans des endroits plutôt progressistes, votant plutôt socialistes, communistes, écolos, LFI. Et inversement, on ira sélectionner des gens qui habitent dans des endroits plutôt réputés conservateurs, d'extrême droite. Donc du coup, pas étonnant que certains sondages, suivant la chaîne de télé, le média qui le publie et qui l'a commandé, évidemment, on n'est pas surpris du résultat. Je ne vais pas revenir dessus, sur cette reconnaissance d'un État de Palestine. Je me suis déjà exprimé dans ma précédente vidéo avec cette question essentielle, auquel je n'ai pas de réponse. Quel État de Palestine ? Reconnaître, c'est bien, mais il faut reconnaître quelque chose de concret. Or là, il n'y a rien de concret. Il y a un État administratif avec 2 entités reconnues politiquement qui sont le Fatah et le Hamas. Mais, comme l'a dit Macron, il met des conditions. Dissolution, démantèlement du Hamas, désarmement du Hamas, etc. Mais le Hamas, eux, ils sont là. Non, au contraire, ils sont joyeux. Ah, évidemment, les conséquences, c'est que vous avez des gens plutôt proches de la communauté juive qui vont commencer à déchirer des drapeaux palestiniens, brûler des drapeaux palestiniens. Et puis de l'autre, vous allez avoir des gens qui vont manifester leur joie parce que la France, finalement, s'est rangée derrière les Palestiniens musulmans. Alors, il y a un con sur X qui m'a dit « Oui, mais il y a aussi des Palestiniens chrétiens. » Ouais. Il y a aussi des Palestiniens, il y a aussi des Syriens chrétiens. Non, il y avait des chrétiens. Il y avait des Druzes en Syrie. Évidemment, BFM, LCI, TF1, France Télévisions, même CNews. On ne sait pas ce qu'ils sont advenus, ces gens-là. Revenons à l'essentiel. Alors oui, qui a voté non à cette résolution ? C'est évidemment les États-Unis. Pas de surprise, si ce n'est qu'évidemment les États-Unis est un pays qui fait partie du Conseil permanent de sécurité. C'est un pays qui est un des plus gros donateurs à l'Organisation des Nations Unies. Et qui plus est, l'ONU a toujours eu cette réputation d'avoir plus ou moins, je dis plus ou moins, le doigt sur la couture vis-à-vis de Washington. Même si de temps en temps, il y a des petits soubresauts, parce que quand vous avez les États-Unis qui réclament une coalition pour aller faire une guerre en Irak
Hein, vous vous souvenez de Colin Powell avec sa petite fiole là, hein? Bon, sauf que ça n'a pas convaincu. Hein. Donc du coup, l'ONU n'a pas donné suite à une coalition. Et du coup, les États-Unis ont été obligés de construire une coalition elle-même avec des ersatz d'armées d'autres pays, histoire de dire, voilà, on fait quand même une coalition, on fait quand même une alliance. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, un peu comme ce qui s'est passé en Europe d'ailleurs, il y a eu ce problème où des Américains ont commencé un petit peu à dénoncer, comment dire, une certaine influence à l'échelle de Washington de la part de gens d'une certaine communauté, d'une certaine appartenance. Ce qu'on appelle plus communément le lobby juif. Ou moi j'appellerais ça plutôt le lobby sioniste, pour être plus précis. Même si vous suivez mes vidéos, je vous ai expliqué que le lobby sioniste aux États-Unis est un lobby plutôt américain, pro-américain. Contrairement à celui européen et en France, où là c'est une défense assumée de la politique idéologique sioniste. Même si le CRIF se défend de suivre des positions radicales de l'État palestinien, de l'État d'Israël, et plus particulièrement de Netanyahou. Mais l'attaque du 7 octobre a réveillé aux États-Unis un certain espoir que les États-Unis se rangent définitivement et restent soutien indéfectible de l'État d'Israël. Sauf que chez les progressistes, vous le savez, on a un petit intérêt à caresser dans le sens du poil le monde musulman, pour divers intérêts. Et du coup, les progressistes ont jonglé, ont joué avec, en effet, cette histoire de la Palestine. Sauf qu'après le 7 octobre, les démocrates, ils ont créé, il y a eu un effet Frankenstein. L'effet Frankenstein, vous savez, c'est Frankenstein, référence à cette création du docteur Frankenstein qui a, à un moment donné, perdu le contrôle de sa chose. Eh bien, les démocrates ont été victimes de cela. C'est-à-dire qu'à force de jongler avec le wokisme, avec les LGBTQ+, avec les LBLM, ça leur a complètement échappé. Au point, à un moment donné, de se rendre compte que ça allait trop loin. Et du fait que ça allait trop loin, ça portait préjudice à l'image même des démocrates. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, en 2016, ils l'ont payé. Tout comme là, ils l'ont payé en 2024. Mais, comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo sur le peuple américain, dans la playlist USA, nous vivons dans un pays, enfin, je vis dans un pays où les 2/3 de la population est complètement irresponsable, immature, infantilisé, hypersensible, hyper-émotif. Donc, quand vous avez ce genre de population, que pensez-vous qu'il puisse se passer avec ce qui s'est passé avec la bande de Gaza? Bingo. C'est-à-dire, tout d'un coup, les démocrates, à l'époque même, c'était Joe Biden qui était à la Maison-Blanche, ils se sont retrouvés la queue entre les jambes, parce que, d'un côté, ils ont les soutiens de communautés, de puissances sionistes, avec en plus à Washington le fait que tout politicien américain qui s'oppose à Israël, il le sait, le Mossad a des dossiers sur eux. Dont d'ailleurs cette théorie, je dis bien
théorie, parce que, soyons prudents, ne soyons pas affirmatifs et catégoriques sur la question, cette théorie donc qui dirait que Epstein était en fait un agent du Mossad, qui invitait des personnalités politiques du monde des affaires, de la finance, voire même des artistes, pour les compromettre. Les compromettre de la façon dont vous imaginez bien. D'où la raison d'ailleurs pourquoi Donald Trump fait volte-face sur sa volonté de vouloir publier la fameuse liste du dossier Epstein, parce qu'il est dessus. Alors, il est dessus, ça ne veut pas dire qu'il a fait touche pipi avec des gamines, mais il est dessus quand même. Mais c'est surtout aussi parce que des républicains sont dessus. Les démocrates, comme je vous l'avais expliqué, pourquoi est-ce qu'ils ne se servent pas de ça contre Donald Trump? Mais parce que eux aussi, ils sont impliqués. Autant dire, l'affaire Epstein, c'est une bombe atomique. Donc, ils ont tout intérêt à la garder enterrée, pour que personne n'appuie sur le bouton rouge. Et donc, du coup, évidemment que les États-Unis ne se mettront jamais en porte-à-faux contre Israël. Alors, de temps en temps, ils essayent de temporiser, d'essayer de trouver un consensus, mais bon, ça marche pas. Je vous dis, ça marche pas. Quand vous avez un État sioniste qui de toute façon n'a qu'un seul et unique objectif, ambition, projet, c'est la construction du Grand Israël. La construction du Grand Israël, ça passe par la récupération des territoires de Gaza et de la Cisjordanie. Et aujourd'hui, Netanyahou, attention, je ne dis pas qu'il a raison, mais si je me mets à sa place, je me dis, vu qu'aujourd'hui, à travers le monde, surtout dans le monde occidental, j'ai des débiles, j'ai des incompétents, j'ai des guignols, c'est l'occasion, je vais taper dans le lard. Façon de parler, Oui, parce que l'art, musulman, l'art. Oui, ça peut être de mauvais goût. Alors, pour ce qui concerne, en effet, le peuple américain, évidemment que les fragiles sont des pro-palestiniens. Évidemment que les fragiles, et j'ai envie de dire, c'est naturel, vu la proportion qu'ils ont aujourd'hui à s'émouvoir de tout et n'importe quoi. Quand vous avez des femmes, des enfants qui se font massacrer par des tirs de missiles israéliens, évidemment, les médias ont un rôle et une responsabilité. Évidemment que les réseaux sociaux ont une responsabilité. Ce qui est simplement dommage, c'est que ce genre de diffusion, ça n'a pas fonctionné avec le Donbass avant 2014. Oui, parce que c'était déjà avant leur déclaration d'indépendance que ça commençait déjà à délirer. Ça n'a pas été aussi flagrant sur les crimes affreux, barbares, terribles de l'État islamique sur les civils en Syrie, en Irak. Alors évidemment, aux États-Unis, tout le monde s'accorde à dire que oui, en effet, là clairement, l'État israélien a dépassé les bornes. Mais le fait que le système fédéral est tenu par la peau des couilles, évidemment qu'ils font rien et qu'ils feront rien. Puis en plus de ça, qui est le plus gros exportateur d'armes vers Israël aujourd'hui? Ai-je besoin de vous faire un dessin? Non. Donc cette reconnaissance, ça ne servira à rien. L'ambition de Tel Aviv aujourd'hui, oui, je suis désolé de dire ça, il n'y a que les Américains qui peuvent éventuellement faire la différence.
Or là, très clairement, les Américains soutiennent Israël. Donc, quand vous avez Donald Trump qui commence à penser, à parler de faire un exode, de préparer un exode, de préparer l'accueil des Palestiniens. Bon, alors pas aux États-Unis, hein, en Europe. Hein. Non, aux États-Unis, on n'en veut pas. Alors surtout qu'en plus, là, ça devient de plus en plus compliqué puisque Donald Trump vient de mettre en place une loi qui désormais, si vous voulez venir aux États-Unis pour travailler, il faudra que vous sortiez $100 000. Alors les $100 000, hein, attention, je ne sais pas si c'est valable. Ça fonctionne sur tous les types de visas. Mais déjà, les visas étudiants étrangers, c'est déjà pas donné. Mais voilà. Alors, certains me diront, ouais, c'est n'importe quoi. Oui, bien sûr que c'est n'importe quoi, mais c'est américain. L'excès. Toujours dans l'excès. Pas dans la demi-mesure. Donc évidemment, pour vous autres, les Européens, et plus particulièrement les Français, les choix, les décisions politiques américaines sont des fois incompréhensibles. Le vox populis américain est incompréhensible. Il suffit de voir la traduction qui a été faite par France Télévisions de la cérémonie en hommage à Charlie Kirk. Ils ont quand même trouvé le moyen de comparer ça au rassemblement nazi de Munich. Non mais, faut en avoir dans le gilet quand même pour comparer ça. Par contre, oui, ça réaffirme à la fois l'hypocrisie dont je vous ai déjà expliqué, qui est intrinsèque à la société américaine, à la culture américaine, à la politique américaine. Parce que Charlie Kirk, depuis quelques mois, critiquait l'État d'Israël. Il ne critiquait pas les Juifs, il critiquait l'État d'Israël. Parce que c'était un religieux. Alors un religieux qui était dans une conversion apparemment vers le catholicisme, puisque lui c'était plutôt un évangéliste réformateur. Mais encore une fois, si vous regardez les États-Unis, le peuple américain par rapport à la religion avec vos yeux de Français, forcément vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous pouvez juger, mais vous ne pouvez pas comprendre. En général, dans un pays, lorsque la religion fait partie intrinsèque du système de fonctionnement, du modèle économique et social, idéologique et politique, oui, en France, on ne peut pas comprendre ça parce que laïcité. Et encore, j'ai envie de dire, avec l'islam, je pense qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a certains partis qui surfent sur le clientélisme islamique au lieu de préserver, de garder un cap laïque. Clientélisme, de toute façon. Je vous avais déjà expliqué, à Dearborn, dans le Michigan, près de Détroit, qui a soutenu les représentants de la communauté musulmane aux élections municipales. Ok, ils ont gagné, ce sont les républicains. Républicains parce que par ce soutien, ils espèrent attirer le vote musulman aux États-Unis. Même si finalement le vote musulman aux États-Unis est extrêmement marginal. Faut savoir que je crois que les musulmans aux États-Unis, ça représente même pas 4 ou 5% de la population. Même pas, je crois, 1%. C'est ridicule. Mais voilà, je veux dire, c'est un peu comme, si vous voulez, le problème en France. C'est à partir du moment où vous n'êtes plus en odeur de sainteté auprès de la grande majorité du peuple, parce que le peuple en a marre des mensonges, des hypocrisies,
des traîtres, des trahisons, etc., que ce soit de gauche ou de droite, que ce soit démocrate, républicain, que ce soit UMP ou Parti socialiste, que ce soit Rassemblement national ou LFI, et ben, les partis politiques, ils n'ont qu'un seul moyen de continuer à subsister, c'est d'aller chercher les niches électorales. Donc oui, Donald Trump fricote avec les nationalistes, néo-nazis, racistes, Ku Klux Klan et compagnie, parce que c'est un électorat. Tout comme les démocrates fricotent avec les communautarismes LGBTQ+, woke, et qui malheureusement ont leur donné une certaine légitimité. Mais soyons clairs, en France, c'est exactement la même chose. Vos politiciens vont donner une légitimité aux extrêmes, je dis bien aux extrêmes AUX, avec un S à la fin. Parce que on s'entend bien qu'il y a beaucoup de gens, quand tu parles d'extrême, tout de suite, ils ont la jauge qui va vers la droite. Mais extrême gauche, pareil. Là, vous avez sur les réseaux sociaux les gauchistes ultra-gauches qui sont en train de se remuer la queue parce que Donald Trump a décidé de classifier les antifas dans les mouvances terroristes. Ah bah oui, bah c'est fasciste. Voilà, c'est la preuve. Vous avez la preuve, regardez, voilà, Trump c'est un fasciste. C'est la dictature qui s'installe aux États-Unis. Non. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai déjà expliqué. 90% des Américains, il y a un seul Dieu qu'ils écoutent. Il y a un seul Dieu qui parle pour eux. C'est le dollar. C'est le billet vert. Ça, c'est la seule loi, le seul Dieu qui rassemble beaucoup d'Américains de tous bords. Le reste, c'est que de la fanfaronnade, c'est que du show, c'est que du spectacle. Parce que comme en France, beaucoup d'Américains, quand vous leur demandez d'expliquer leurs convictions politiques, bah, c'est cliché, c'est caricature, c'est des trucs prémâchés. Il y a une réalité, si vous voulez, de fait. Il y a des problèmes liés à la sécurité, liés à l'immigration, liés aux armes. Oui, bien sûr, mais pas que. Sauf que quand vous prenez évidemment un élément et que vous le sublimez au-dessus de tout le reste pour faire valoir vos idéologies, eh bien, excusez-moi du peu, mais en France, c'est exactement ce qui se passe. On occulte des vrais sujets en allant chercher l'émotionnel et l'hypersensibilité de certaines personnes pour faire valoir un argument, mais un argument qui tout seul va générer évidemment une émotion, va générer des colères, va générer des militantismes, etc. Mais au final, tu vas dire à ces gens, ouais, mais attendez. Féminisme, ok. Antiracisme, ok. Antisémitisme, ok. Anti-transphobie, anti-homophobie, ok, pas de problème. Mais jusqu'à quel point? Où est la demi-mesure? Où est l'objectivité? Où est la raison gardée? Et bien plus ça va, plus vous vous rendez compte que dans les médias, ceux à qui on donne le micro, il n'y en a pas. Sauf le jour où il tombe sur quelqu'un qui, donc vous estimez que tout ce qui est russe, tous les Russes qui sont en Europe, en France, etc., on doit les chasser parce qu'ils sont russes. Ah mais non, mais faut pas caricaturer, faut pas faire d'amalgame, évidemment qu'il y a des Russes. Bah oui, évidemment qu'il y a des Russes qui sont pas pro-Poutine. Je dirais même que tu vas à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, tu vas trouver plus souvent des gens qui sont pas forcément très pro-Poutine que des pro-Poutine eux-mêmes. Donc si tu veux, mais ça, pourquoi tu le dis pas? Pourquoi tu ne le signales pas? Pourquoi tu ne fais pas justement cette référence dans ton propos médiatique, dans ton propos dans les réseaux sociaux?
Parce que vous êtes aujourd'hui enfermé dans la généralité, vous êtes enfermé dans la simplification, dans l'idéologie. Il faut absolument convaincre la différence entre le bien et le mal. Mais surtout, surtout ne pas faire prendre conscience à l'auditoire qu'il y a un entre-deux. Surtout pas. Parce que dans l'entre-deux, ça veut dire que on forme l'individu au libre arbitre. Et qu'avec ce libre arbitre, tout d'un coup, l'individu se rend compte que, aussi bien à gauche qu'à droite, c'est kiff-kiff et bourricot, c'est les mêmes mensonges, c'est les mêmes trahisons, c'est le même foutage de gueule. Et surtout en ce moment, il ne faut surtout pas que les gens aillent voir ailleurs. Il ne faut surtout pas que les gens aillent voir l'alternative. Parce que même sur Internet, les sources d'informations alternatives aujourd'hui, soit elles sont de plus en plus invisibilisées, censurées, ou alors elles sont récupérées. Puis, dans l'eau, si vous voulez, il y a des gens qui commencent à se dire « Oh là, attends, moi j'ai une responsabilité. Donc j'ai pas envie de me retrouver demain sur une liste ou devant un tribunal populaire parce que j'ai été trop consensuel, parce que j'ai été trop complaisant. » Donc oui, dans l'eau, il y en a quand même qui à un moment donné réagissent avec raison gardée, font attention, font de l'objectivité, de la raison gardée, leur maître mot, pour éviter de trop tomber dans l'idéologie, dans le parti pris. Mais pour l'instant, ils sont rares, ils sont peu. Pour terminer, je vous donne juste un exemple. Là, la guerre des médias, j'ai fait une vidéo. Là, France Télévisions, tout d'un coup, la Cour des comptes commence à se poser des questions sur la gestion. Parce que je rappelle, France Télévisions est dans un endettement quand même assez faramineux, voire pharaonique. Eh bien, je crois qu'il y a un syndicat, parce qu'il y a un conflit actuellement, il y a un conflit social au sein du service public, plus particulièrement de Radio France, je crois. Eh bien, ils ont décidé de porter plainte contre alors je ne sais plus si c'est contre France Télévisions ou France Inter ou Radio France, et ils demandent que soient épluchés les comptes des responsables parce qu'ils viennent de se rendre compte que y a certains responsables de la radio qui ont des salaires vertigineux, des salaires qui ne sont pas du tout justifiés par leur niveau de responsabilité. Ah non, mais si vous voulez, c'est ça qui est génial, parce que tous ces gens de gauche, toutes ces chaînes de télé, qu'elles soient publiques ou privées, qui défendent un idéal, déjà clairement, ils affichent leur haine, leur colère, que finalement leur discours, leur narratif ne semble plus être adhéré par une majorité de Français. D'où les audiences qui s'effondrent. Exactement ce qui se passe aussi aux États-Unis avec certains programmes qui ont eu le vent en poupe pendant un certain temps, mais qui ont tellement craché sur une partie des Américains parce qu'ils sont trop conservateurs, trop religieux, trop cons, trop redneck, trop populaires, trop ruraux, que ces gens-là ont une part de responsabilité sur la réélection de Donald Trump. Mais ça, ils ne veulent pas l'admettre. Donc, il y a un moment donné, si vous voulez, où... mais là, tout est en train de remonter à la surface. Et évidemment, que ce soit en France, en Europe ou ici aux États-Unis, ça se voit. Ça commence à se voir, pour ceux qui savent regarder. C'est comme là, il y a eu une réunion de l'Europe des 27 en visioconférence.
Sauf que le président slovène et Orban de Hongrie n'ont pas été invités. C'est ça l'Union européenne? C'est ça la démocratie européenne? C'est ça que les fragiles du haut ou les millénials veulent défendre? Ben oui, parce que l'Europe, ça doit être une seule idéologie. L'Europe, ça doit être le progressisme, pas le conservatisme, pas le religieux. L'Europe, ça doit être le non-genré. L'Europe, ça doit être lutter contre le patriarcal. Le mal, trop mal. C'est le multiculturalisme. C'est le métissage. C'est la créolisation. Bah oui, mais des gamins qui ont grandi dans ces idées-là, bah, allez leur faire comprendre le contraire. C'est impossible. C'est comme un gamin qui naît dans une famille religieuse, pratiquante. Bah, si le gamin, à un moment donné, il n'a pas une clairvoyance de se poser la bonne question, mais Dieu, il existe vraiment? Et qu'il est conditionné par les parents qui l'emmènent tous les week-ends, tous les dimanches à la messe, qui va faire le catéchisme, etc., etc., etc. Vous avez une chance sur deux, voire même une très forte chance que la personne suive idéologiquement l'idéologie de leur condition familiale. Évidemment qu'il y a un moment donné où il y a des exceptions. Et Tyler Robinson, celui qui a tué Charlie Kirk, en fait partie. Retournez le cerveau. Soyez prudents parce que là on entend tout et n'importe quoi sous la légitimité de l'émotionnel, sous la légitimité du bien-pensant, de l'humanisme, du droit de l'hommisme, de la souveraineté, de la démocratie. Alors que derrière le rideau, bah malheureusement, quand tu commences à voir des gens dans le peuple qui commencent à regarder derrière le rideau, qui se rendent compte de la merde que c'est, bah évidemment que ces discours-là, sur un certain nombre de gens, ça ne fonctionne plus. Et c'est encore pire aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, comme il n'y a pas d'alternative, eh ben les gens restent supporters de Trump, comme des gens restent supporters d'Obama, de Biden, de Kamala Harris, d'Hillary Clinton, parce qu'ils n'ont personne d'autre, parce qu'il n'y a pas d'alternative, parce qu'il est impossible aux États-Unis de voir émerger un nouveau parti, autre que démocrate et républicain.